fois passée, nous avons eu à parler avec la servante de Dieu, Ramirez, qui nous a parlé sur les familles, familles avec un monoparental, famille monoparentale. Yeah. Et aujourd'hui, nous allons euh, passer directement à parler à propos des parentalités complexes, hein, ou bien les familles récomposées. Mm. Les familles récomposées. Amen. Amen. Je pense que c'est toujours une bonne chose de commencer au commencement. Et la Bible nous parle des familles. Au commencement, on avait une famille simple, papa, maman, et nous voyons les enfants qui sont nés. Mais je pense que c'est la seule famille que nous avons eu à nous allons connaître dans la Bible qui est aussi simplifiée que ça. D'autres familles, vraiment, à l'exception de quelques-unes, plusieurs familles, nous voyons que c'était dans ce cadre-ci des familles récomposées. Donc, nous regardons un peu la famille d'Abraham. Nous allons voir que c'était une famille récomposée parce qu'il y avait déjà la présence de Ismaël dans cette famille. Nous voyons encore, nous descendons un peu, nous voyons euh, la famille de David. Nous allons voir que c'était une famille récomposée encore. Donc, plusieurs enfants, plusieurs mamans. Mais une bonne nouvelle est que Dieu est au centre de toutes sortes de familles. Mm. Dieu ne rejette pas une famille quelconque pour dire que cette famille est monoparentale, cette famille est récomposée, je ne suis pas dans un... Non. Dieu accepte tout le monde. Dieu aime tout le monde. Et Dieu et peut, quand il est invité, il peut prendre soin de n'importe quelle famille. Et si nous nous regardons au sein de l'Église. Une Église, c'est une famille récomposée, n'est-ce pas? On vient Mm. de plusieurs backgrounds et nous nous Yeah. retrouvons sous le leadership d'un seul Dieu. Donc, vraiment, là, nous sommes récomposés. Mm. Et Dieu parle de l'Église corps du Christ. Je ne parle pas de ton Église, même dans ton Église locale, vous êtes aussi récomposés, mais Mm. autour d'un seul Dieu, autour du même Dieu. Et l'amour de Dieu est égal à tout le monde. Donc, c'est un peu pour que nous puissions savoir que Dieu prend soin de la même manière. Il aime tous ses enfants sans exception, équitablement. Il aime les enfants, point barre. Le background de cet enfant ne lui dit absolument rien. Et ce que j'aime devant Dieu, c'est que tout le monde est enfant. Peu importe les titres, l'âge, l'ethnie, tout le monde est enfant. Et si nous revenons pour essayer un peu de définir c'est quoi une famille récomposée, en réalité, une famille récomposée, c'est une famille qui est composée d'un père, d'une mère et des enfants qui sont biologiques, nés de ce couple, papa et maman, et aussi des enfants issus des autres relations, soit relations biologiques, des unions précédentes, soit la maman avait eu des enfants dans une union précédente ou bien papa avait eu des enfants dans une autre union et maintenant que les deux sont ensemble, regroupe tous les enfants ensemble pour recomposer la famille. C'est-à-dire qu'au départ, d'autres familles existaient déjà. Il y avait déjà une relation qui, cette relation avait déjà engendré des enfants. Et cette relation, peut-être qu'il y a eu mort
peut-être que enfin, la mort il y a eu la mort, un des partenaires est mort et l'autre partenaire est maintenant libre de se remarier, mais ce partenaire qui vient dans ce nouveau mariage emmène avec lui des enfants. Ou en cas de divorce ou de séparation d'une relation, s'il y avait eu mariage avant et ces mariages avaient déjà eu des enfants, et quand ce mariage est terminé à cause d'un divorce ou bien d'une séparation quelconque, je ne sais pas, et maintenant c'est un des époux vient et se rattache à un autre ou une autre et ils forment une autre famille. Donc, dans un couple recomposé, on peut trouver soit des enfants biologiques de ces deux personnes, de ces deux adultes dans le couple, et aussi la présence des autres enfants qui sont issus des relations précédentes. Une statistique que j'ai pu voir, en tout cas, c'est affreux. Ici en Europe, on parle de 75% des couples divorcés se remarient dans les 2 ans qui suivent. Les couples divorcés, au moins 75% des couples divorcés se remarient dans les 2 ans qui suivent après le divorce. Maintenant, ce remariage-là, c'est-à-dire que après 2 ans de séparation, quand il y avait eu des enfants, les partenaires vont trouver d'autres partenaires et former d'autres couples avec les enfants de- du premier mariage. Donc, oui, juste par ces statistiques, on peut voir que les familles recomposées sont vraiment, seront nombreuses. Parce que 2 ans tout simplement après les divorces, il y a déjà un autre mariage. Donc, possibilité de recomposer les familles est vraiment élevée. Et puis, le taux de divorce dans les familles recomposées, le taux de divorce dans les familles recomposées est de 65% ici en Europe. Ça, c'est les statistiques de 2023-2024. Le taux de divorce dans les familles recomposées est de 65%. Donc, quand on s'est fait d'abord une image de 75% des couples non, des couples divorcés se marient les 2 ans qui suivent et dans leur mariage, dans leur nouveau mariage, 65% vont encore divorcer. C'est-à-dire qu'il y a encore possibilité de former encore d'autres couples recomposés. Et dans ces 65% des divorces dans les couples recomposés ont lieu dans les 4 ans après le mariage. Donc, une famille qui était déjà recomposée, 4 ans après, il y a un autre divorce qui surgit. Donc, ces enfants-là, qui viennent déjà du premier mariage, ont atterri au deuxième mariage. Après 4 ans, ils vont faire face encore à soit une autre relation, un autre couple. Donc, si nous voulons vraiment être généreux, nous pouvons dire que dans 10 ans, une famille recomposée peut se recomposer 3 fois. Dans 10 ans, une famille recomposée peut se recomposer au moins 3 fois. Et vous allez voir que quand elle se recompose 3 fois, il y a combien d'acteurs qui entrent en jeu, combien de papas qui entrent en jeu, combien de mamans qui entrent en jeu, combien des sœurs, des grandes sœurs, des grands-pères, des grands-mères qui entrent en jeu. Donc, c'est un mélange de plusieurs acteurs.
Et si nous venons maintenant au niveau de l'Église, ces statistiques, je les ai tirées dans le website de Focus in Family. Focus in Family. Quand nous revenons à l'Église, nous trouvons que 50% de nos familles au sein de l'Église sont issues des familles, des couples récomposés, des familles récomposées. 50%. Donc, ces statistiques, c'est juste pour nous situer le niveau de cette situation. Je ne veux pas appeler ça problème parce que ça peut devenir un problème, mais ce n'est pas à la base un problème si cela est bien géré et si Jésus vient au centre de cette famille récomposée. Et la famille récomposée, comme nous avons dit, la des dynamiques qui sont propres à elle. Qu'est-ce que j'entends par là? Il y a des enfants qui vivent ensemble. Ils sont sous l'autorité parentale d'un couple. Mais ces enfants ne sont pas sous autorité parentale seulement d'une mère et d'un père. Je ne sais pas si je me fais comprendre. En tout cas, aidez-moi ici. Normalement, si on était ensemble, on allait illustrer, on allait faire des dessins pour vraiment expliquer. Donc, un enfant peut se retrouver sous l'autorité parentale de plusieurs papas, de son père biologique, du père qui est venu dans le foyer, qui s'est marié avec sa maman, ça c'est papa numéro 2. Et si maman divorce dans ce couple-là et forme encore un autre couple, il y a encore un autre papa qui vient dans cette même famille. Donc, cet enfant a au moins 3 papas à qui il doit, il doit rendre allégeance, c'est-à-dire qu'il doit respecter, considérer comme étant papa. Et regardez, cet enfant peut être, je prends l'exemple d'un enfant que j'appellerai euh, Patrick. C'est un nom seulement qui me venait. Patrick a son père biologique. Mais la maman de Patrick s'est remariée au papa numéro 2. Et le papa numéro 2 devient aussi le père de Patrick. Et le papa numéro 2 est venu dans la vie de Patrick avec ses autres enfants. Et ses autres enfants ont aussi une autre mère qui n'est pas la mère de Patrick. Et Patrick doit considérer aussi cette maman-là comme étant sa maman parce que c'est la maman de ses grandes sœurs ou bien de ses petites sœurs ou de ses petits frères. Et dans cette circonstance, Patrick peut se retrouver encore dans un autre mariage de sa maman où il y a maintenant un papa numéro 3. Il y a son père biologique, il y a le père de ses sœurs et il y a le père qui est maintenant le papa de la famille dans le mariage numéro 3. Et Patrick doit naviguer dans ces 3 dimensions-là. Quand le papa de ses frères et sœurs arrive, Patrick doit apprendre à s'attacher, à obéir, à respecter la discipline, à respecter les normes que le nouveau papa a emmenées. Au même moment, Patrick aussi a une relation avec son propre père, qui aussi a sa propre culture à lui, sa propre discipline à lui, sa propre euh, worldview, sa manière à lui de voir la vie, qu'il veut inculquer aussi à cet enfant. Lorsque nous parlons des familles récomposées, nous voyons les adultes, hein, les papas et maman. Mais le regard des enfants, ce n'est pas une famille récomposée, c'est une famille décomposée. Nous devons nous dire des vérités en face. À l'égard de cet enfant, il a face à une famille décomposée. Il a un papa au sud, un papa au nord, un papa au centre. Et c'est maintenant, on demande à cet enfant peut-être de 8 ans, de 10 ans, de 12 ans, de naviguer une telle complexité. Ce n'est pas
évident. Dans une famille récomposée, il y a plusieurs maux ou plusieurs désavantages. Il y a aussi des avantages. Il y a les désavantages, mais il y a aussi des avantages. Les désavantages des familles récomposées est que la maman ou les parents, les adultes, trouvent leur équilibre émotionnel parce que maintenant, la maman se retrouve entre les mains d'un homme qu'il aime. Le papa aussi se trouve entre les mains de la femme que lui aime. C'est leur choix. Ils vivent ensemble. Mais dans ces couples, quand on parle de parentalité, c'est-à-dire les deux sont parents, les enfants n'ont pas fait ce choix-là. Pour eux, c'est un détachement qui n'est pas nécessairement lié à un attachement. Ils se sont détachés des parents, la maman qu'ils appelaient maman, les parents qu'ils appelaient papa. Maintenant, il doit apprendre à vivre avec un autre monsieur qu'il ne connaissait pas dès la naissance et qu'il doit maintenant apprendre à appeler papa. Patrick souffre. Qui est véritablement son papa? C'est lui qui vient le récupérer à l'école chaque jour ou bien c'est lui qu'il voit 2 jours dans les vacances ou qu'il ne voit même pas? Et maintenant, quand Patrick est en face de son père biologique, le père biologique veut jouer maintenant le rôle de papa. Je suis ton père. Il faut aimer tes frères. Ça, ce sont tes sœurs. Il faut savoir que toi, tu es le fils dans cette maison, c'est toi le fils. Quand il va aller de l'autre côté, il n'est pas l'aîné. Peut-être il vient quatrième, cinquième parce que la maman l'a amené des enfants plus grands que lui ou le papa l'a amené des enfants plus grands que lui. L'enfant ne se situe pas. Il est l'aîné dans cette famille, il est le cadet dans l'autre famille, il est le cinquième dans l'autre famille. Et dans la famille récomposée, il y a souvent les préjugés. Les préjugés, c'est-à-dire quand les deux parents se rencontrent, ils se parlent. La question toujours, c'est de savoir pourquoi tu as quitté l'autre. Qu'on le veuille ou pas, on est toujours curieux de connaître les causes de la rupture. Il était méchant, il me frappait, il était violent, elle était abusive, elle me faisait ça, elle me traitait comme ça. Ces pensées-là restent. Et maintenant, quand l'enfant commence à manifester quelques comportements qui ressemblent à ce qu'on avait accusé son parent biologique à avoir, les préjugés viennent. Tu es aussi violent que ton père. Tu manifestes des signes de frivolité, tu aimes trop les hommes parce que ta maman était une femme infidèle. Ces préjugés arrivent. Et cela vient parce que la cause de la séparation de l'union précédente a été communiquée les deux partenaires. Mais chaque partenaire garde la cause de cette séparation-là et sait comment exploiter ça. Peut exploiter ça pour les enfants et peut aussi mal exploiter cela contre les enfants. C'est possible. Donc, c'est aussi un des désavantages de ces couples. Cette famille aussi, nous devons euh, tenir en compte que l'injustice, quote, injustice, n'est pas nécessairement injustice, mais peut être perçue comme injustice. Nous avons vu ça même dans les enfants d'Isaac. Nous avons vu comment c'était difficile pour lui de gérer les enfants. Et ça, c'était même les enfants d'une même famille, d'un même lit, je peux dire. Mais il y avait la maman aimait Jacob, papa aimait Ésaü. Et cela, c'était traditionnellement parce qu'elle a été l'aîné, papa aimait, il voulait passer sa bénédiction à l'aîné. Pendant que la maman aimait le cadet et voulait que le cadet soit bénéficiaire et elle a manigancé pour faire en sorte que Jacob puisse avoir la bénédiction que son père avait. Et Ésaü qui était le fils aimé de son père parce que
Son père l'aimait parce qu'il aimait les mets que lui il faisait et donnait parce que c'était, il élevait le bétail. Est venu en retard, il a raté ses bénédictions et cela avait conduit à un conflit dans cette famille, un conflit qui a pris des années et des années. Mais regarde maintenant, Jacob a eu à gérer maintenant les enfants de 4 femmes, une famille recomposée. Et c'est de cette famille-là, on voit beaucoup de mots de famille recomposées. On voit ce qui est aperçu comme injustice. Le simple fait qu'il aimait Rachel, il aimait Joseph, il a cousu une belle robe de plusieurs couleurs qu'il a remis à Joseph. Quelle était la réaction de ses frères? Parce qu'ils n'étaient pas aveugles dans cette famille. Ils voyaient pourquoi papa n'a pas cousu ça pour nous. Pourquoi Joseph? Léa était là, il voyait. Dès le départ, l'amour de mon mari était toujours vers Rachel. Donc cet acte suit le même euh, euh, train d'idées. Et cela a conduit à beaucoup de situations qui a fait que le jeune homme s'est retrouvé victime et détesté de ses femmes, de ses frères, et même ses rêves. Au lieu que ses rêves soient célébrés, ses rêves étaient rejetés. Donc, dans une famille recomposée, un acte de gentillesse proposé à un enfant peut être mal interprété par les autres tout simplement par le fait que il se retrouve que pourquoi lui et non nous. Admettons que le papa de Patrick, hein, ceux qui nous rejoignent vont pas comprendre qui est Patrick, mais Patrick, c'est notre imaginaire. Le papa de Patrick a des moyens financiers élevés par rapport au troisième mari de maman. Et quand Patrick va en vacances, il ramène des beaux habits, des beaux vêtements. Quand il a une fête, on lui offre des vélos, des Nintendo et tout parce que son père a des moyens financiers capables de lui offrir une telle vie. Patrick peut facilement voyager avec son père biologique, aller en vacances, visiter les places, alors que maman n'est même pas capable d'acheter de beaux vêtements à ses enfants parce que lui et son mari actuel n'ont pas de moyens financiers pour faire ça. Maintenant, que Patrick a toutes ces histoires-là et qu'il ramène ça à la maison, quelle est la réaction des autres? Papa achète moi aussi. Le papa de Patrick a acheté pour Patrick. Toi aussi achète. Et quand mon papa va donner des justifications que je n'ai pas de moyens financiers, il y a une certaine injustice. Et enfants étant enfants, ils ont leur interprétation à eux des faits. Donc, cette injustice peut s'installer facilement, pas parce que c'est voulu par les parents, mais le papa de Patrick peut aussi dire, je ne peux pas priver mon fils de ce que j'ai parce que toi, ton mari est moins nanti que moi. Ça ne serait pas juste pour lui. Donc, nous devons tenir compte que ce sont des désavantages des familles recomposées. Et dans les familles recomposées, il y a la discipline, l'interprétation de cette histoire de discipline. La discipline, c'est une notion très difficile, même quand le couple est le couple original avec leurs enfants. Et maintenant, quand c'est plusieurs familles qui ont leur entendement, leur définition de la discipline, c'est que toi, tu appelles discipliner un enfant, pour l'autre, c'est maltraitance. C'est que toi, tu appelles punir un enfant comme conséquence d'un acte euh, de manque de respect, l'autre peut facilement interpréter cela comme étant abus. Tout cela, Patrick écoute ça. Mais pourquoi on t'a interdit de jouer avec ton Nintendo que j'avais acheté? Oh, parce que j'avais frappé mon frère et maman m'a dit de ne pas... Ah bon, c'est comme ça qu'on te traite là-bas. Ça devient un problème. Et maintenant, dans la tête de cet enfant, qu'est-ce qui se passe? Il est divisé. C'est très difficile. Et dans le cadre des familles aussi recomposées,
pour les parents, mais décomposé pour les enfants. C'est-à-dire que il y a aussi, il faut comprendre qu'il y a aussi des grands-parents. Les grands-parents sont aussi récomposés parce que quand une grand-mère vient ou bien invite la famille pour la fête de Noël, c'est toute la famille qui va y aller. Mais cette grand-mère-là, c'est pas la grand-mère de Patrick, c'est la grand-mère des autres enfants. Dans son rôle de grand-parent, peut-être qu'il a acheté ses petits cadeaux pour ses grands-enfants. Mais il y a aussi Patrick qui est là. Et il y a aussi des tantes, il y a des cousins qui interviennent, il y a des neveux qui interviennent. Mais par rapport à cet enfant-là ou à ces enfants-là qui sont venus, qui sont leurs véritables cousins, qui sont leurs véritables neveux, qui sont leurs véritables, c'est un peu difficile. Et ça, je le vois surtout plus dans notre cadre ici européen, où nous sommes expatriés, nous sommes des diasporas. En Afrique, là, dans notre origine, les familles récomposées, je peux dire même, ça fait plus de 60%. Si on parle de 75%, je pourrais dire même c'est plus de 60%. La gestion des familles récomposées prend aussi en compte les cultures de là où la famille vit. En Afrique, la gestion des familles récomposées est assez différente. Pourquoi? Surtout dans le cadre de la patriarchie, il y a le patriarche et la tête de et dirige et contrôle tout ce qui se passe. Et c'est comme si c'est un peu, il force et il renforce son opinion sur ce qui se passe sous son toit. Mais on voit toujours les difficultés, les divisions qui émergent des familles récomposées parce qu'à la fin de compte, cet enfant écoute ce que la maman dit, rentre chez les patriarques a ce qu'il dit et après cela, l'enfant doit euh, faire en sorte à réconcilier les opinions des mamans, des autres papas et des autres mamans. Au fait, cet enfant, ce qu'on appelle no man land. Cette personne vit dans les no man land, là où chez son père, il n'est pas vraiment chez lui, chez sa maman, il n'est pas vraiment chez lui. Chez la tante, il n'est pas vraiment chez lui parce que cette tante-là n'a rien à voir avec lui. C'est la tante de ses petits frères ou de ses grands frères. Il n'a rien de commun avec lui, mais il est tante par step, devient tante. Cet enfant est dans le no man land et il crée son propre monde. Cet enfant est obligé de, psychologiquement, il crée son propre monde. Et dans son monde, il embrasse ceux qu'il veut embrasser et il rejette ceux-là qui veulent rejeter. S'il rejette cette maman-là qu'il ne veut pas avoir dans son monde, il peut accepter ses frères, ses sœurs issus de son père, mais il rejette la maman. Comme aussi, il peut accepter la maman, accepter les enfants, et c'est une bonne chose. Mais maintenant, en tant que famille chrétienne, comment est-ce qu'on peut gérer une famille récomposée selon la parole de Dieu? Un seul mot, l'amour, love. Si tu viens chez nous, on dit dinanga. Je ne sais pas qu'est-ce qu'on dit chez les papas vous dit. Mapendo, love, amour, c'est le langage universel. L'amour, c'est le langage universel que tout le monde comprend. Même si il y a beaucoup de dynamiques qui peuvent marcher contre cette famille récomposée, mais lorsque tous les membres de cette famille parlent le langage de l'amour, au final, il y aura une victoire. L'amour, c'est qui? L'amour, c'est Jésus. L'amour, c'est qui? L'amour, c'est Jésus. Et dans le langage de l'amour, il y a 5 dialectes.
Dans les langages de l'amour, il y a 5 dialectes. Premièrement, affirmation. Affirmation. Par la grâce de Dieu. Prochainement, quand on aura l'occasion, on va entrer vraiment dans les détails. Mais il y a l'affirmation. Il y a l'acceptance. Accepter la situation, accepter l'autre. C'est déjà arrivé. Deux adultes ont déjà pris leur décision. Ils vont vivre ensemble. Comme nous sommes dépendants de ces deux adultes, nous allons vivre aussi ensemble. Mais les deux adultes doivent être les leaders dans ce langage d'amour. Affirmer tous les enfants. Accepter tous les enfants. Accepter tous les enfants. Rendre service. Quatrième dialecte, rendre service à tous les enfants. En tout cas, aussi longtemps que ces enfants sont dépendants de vous deux, rendez service à tout le monde. Rendez service à tout le monde. Les excédents qui viendra soit d'un autre partenaire, soit de notre partenaire, ça sera excédent. Mais au sein de cette famille, au sein de cette union, si on va acheter les chemises à tout le monde, on achète les chemises à tout le monde. Si on peut acheter la chemise de 5 livres à tout le monde, c'est la chemise de 5 livres à tout le monde. Si l'autre, on va lui ajouter la chemise de 50 livres parce que sa maman peut acheter une chemise de 50 livres, c'est excédent. Au moins, les deux personnes qui forment ce couple peuvent dire qu'il y a l'équité. On a acheté à tout le monde, selon notre capacité. Il y a difficulté. Il faut servir tout le monde. Que tout le monde se sente soutenu. C'est dans le service. Que tout enfant, selon la saison qu'il traverse, doit se sentir soutenu. Donner, c'est aussi le langage de l'amour. Il faut donner. On ne donne pas seulement l'argent, on donne le temps, on donne les conseils, on donne les exemples, on donne, on donne, on donne. Il ne faut pas arrêter de donner. Même si ce que vous donnez est rejeté, continuez à donner. Il faut persévérer à donner. Tu donnes le conseil aujourd'hui, on te rejette. Crois-moi, même ton propre enfant qui pouvait grandir entre dans ta famille, papa et maman biologique, peut aussi rejeter le conseil de son père et de sa mère. C'est possible. Donc, ne les prends pas parce que je suis pas son père biologique ou je ne suis pas sa mère biologique. C'est pour cela qu'il rejette. Non. Prends ça, considère tout simplement que c'est un enfant qui rejette les conseils. Alors, quel autre langage je peux utiliser pour lui démontrer encore que ces conseils ont de la valeur et j'ai son intérêt à cœur? Le temps, investir le temps. Le quatrième langage, investir le temps. C'est déjà dur, les enfants biologiques, s'en occuper. Mais maintenant, il faut s'occuper aussi non seulement de tes enfants, mais aussi des enfants que l'autre a emmenés dans le couple. Le temps, le temps, le temps, le temps. Il faut investir le temps. N'investis pas le temps pour dire que si je passe 10 minutes avec l'autre, 5 minutes avec l'autre. Non, passe le temps qui est nécessaire pour cet enfant pendant cette saison-là. Passe le temps, donne à cet enfant le temps qui est important, qui est nécessaire pendant cette saison-là. Admettons que c'est l'enfant de ta femme qui est malade. Cet enfant, pendant son temps de maladie, a besoin plus d'affection, plus besoin de ton temps, plus besoin. Ne te dis pas que parce que c'est l'enfant de je ne peux pas, les autres vont se sentir négligés. Non. Donne le temps qu'il faut à, à chaque personne, à chaque membre de la famille pour combler les besoins de ce temps-là, pour combler les besoins nécessaires de ce temps-là. Et ce temps de qualité, ce temps de qualité. Investis ce temps. Et quand tu investis le temps,
Pas seulement parce qu'on parle de la parentalité, voilà pourquoi je stresse plus sur la parentalité, mais aussi les deux couples doivent aussi investir, les deux personnes dans le couple doivent aussi investir le temps pour l'un à l'autre. C'est important parce que s'ils ne sont pas solides, ils peuvent facilement être divisés. C'est pourquoi on a regardé les statistiques plutôt pour dire que 65% des familles recomposées divorcent après 4 ans. 65% divorcent après 4 ans. Pourquoi la pression est trop, euh, pèse beaucoup sur cette famille? La pression pèse beaucoup parce qu'ils font face à leurs propres difficultés, ils font face aux autres partenaires du passé qui ont aussi droit à ces mêmes enfants, qui ont aussi un mot à dire à ce qui se passe dans ce couple-là. Ils ont un mot à dire. Qu'on le veuille ou pas, ils ont un mot à dire. Regarde, on peut t'appeler à l'école aujourd'hui, on dit on veut voir papa et maman à l'école. Et les partenaires du passé, l'autre partenaire là, le biologique, qui n'est pas dans le picture en ce moment, mais qui dit je veux me présenter à l'école pour le problème de mon enfant. Et le papa qui est à la maison dit aussi je dois me présenter à l'école pour le problème de mon enfant. Et après que l'école ait exposé le problème, l'école va travailler avec les deux parents. Ça lui porte peu, l'école, pour dire que non, il vit à l'Est, moi je vis au Sud, et vous êtes les deux parents, arrangez-vous pour travailler avec l'école. Donc, quelque part, même si il est ex, mais il est aussi présent. Moi, j'appelle ex-Y. Il est ex dans le passé, mais il est aussi Y dans le présent. Donc, il est présent. Et il faut accepter ça. C'est pourquoi on a dit dans les langages d'amour, il y a l'acceptance. Il faut accepter que cette personne a un rôle à jouer dans la vie de son enfant. Et je ne peux pas le lui retirer. Et je ne peux pas faire obstacle. Je ne peux pas faire obstacle à cela. Et ça ne s'arrête pas là. Il y aura des événements dans la vie de cet enfant-là. Le père ou la mère biologique, obligatoirement, elle doit être là. Même si vous vous détestez comment, même si vous ne vous aimez pas, même si vous n'êtes pas vu pendant 20 ans, mais quand ce jour-là, l'enfant dit, je veux voir mon papa, il verra son papa. Crois-moi. Je veux voir ma maman, il verra sa maman. Crois-moi. Parce que ce n'est plus vous deux, mais c'est lui. C'est pourquoi je vous ai parlé que cet enfant crée son monde à lui. Parce qu'il est dans le no man land, il crée son propre monde et il amène dans son monde qui il veut, quand il veut. Et dans le cinquième langage de cet amour, c'est la communication. Parler, parler, parle à Patrick, parle au papa de Patrick. Les scènes de jalousie mal placées et déplacées là pour dire que je ne veux pas que vous puissiez vous parler comme un nonsense. Il y a un être humain issu de cette relation-là, que tu le veuilles ou pas, que tu le veuilles ou pas. Cette personne-là, aussi longtemps que cette Patrick vit, cette personne-là est dans la vie de Patrick et tu es dans la vie de Patrick, il y aura toujours un point de rencontre. Admettons, Patrick tombe malade, on le précipite dans les urgences. Il va donner les deux numéros, le numéro de sa maman, le numéro de son papa. Et si les deux doivent passer la nuit là à l'hôpital en veillant sur Patrick, tu viendras faire la jalousie le matin pour dire, tu as fait quoi? Nonsense. Il faut accepter que je fais face à cette réalité. Mais c'est comment le gérer. Alors, il faut parler. Il faut communiquer. C'est très, très capital. Les langages de l'amour. L'amour, c'est un langage universel. Dans une situation comme celle-là, on a besoin d'affirmation, service, cadeau, temps et communication. C'est ça qui va aider au moins que cette famille soit solide. La communication, là, on peut, euh, on peut étendre ça. La communication non seulement entre vous, la communication avec votre Dieu dans la prière,
la communication avec les partenaires du passé, la communication avec les enfants qui existent, la communication entre vous deux. Si les maris et femmes doivent communiquer pour élever les enfants, alors dans la famille récomposée, parlez encore 1000 fois plus. C'est très important. N'attendez pas que l'autre puisse deviner. Mm-mm. Parlez, parlez. Il n'y a pas, il n'y a pas à chercher, à comprendre. Mais je pensais que tu allais comprendre. Non, verbalise. Facilite à l'autre la tâche. Verbalise. Parle et parlez aux enfants. Et un front commun. Parce qu'au départ, c'est vous qui avez récomposé la famille. Pour cet enfant-là, c'est la décomposition de sa famille originale. Alors, il faut le joindre dans son camp pour le ramener et qu'il fasse partie de votre monde. Il est 21h36, je m'arrête là. Je ne sais pas si il y a des questions. Je Yes, n'ai pas maman, suivi le il y a chat. quelques questions Hmm. sur le chat. Mhm. Ok, ce que je vois ici, on parle quel impact psychologique sur la vie de Patrick? Énorme, énorme. On a eu à parler sur les difficultés des enfants issus des divorces. Je crois que c'était l'année passée, on a eu à parler de ça. Mm. Je pense que si Hmm. vous pouvez visiter le couple en mission YouTube, C'est vous bien. allez voir, il y a beaucoup d'épisodes où on avait vraiment largement parlé sur les effets psychologiques sur les enfants issus des divorces. Hmm. Et cela va affecter Patrick définitivement. Hmm. Il y a une autre question ici. Question. Ouais, c'est là. Pouvons-nous aussi considérer dans une relation polygamie, là où l'homme a 4 femmes, par exemple, peut être aussi considéré comme une famille récomposée, s'il vous plaît? Elle est composée. Les Hmm. 4 femmes ont un seul papa. C'est recomposé. Oui. Hmm. OK. On dit? Yeah. Je vois une question ici. Yeah. Pensez-vous que les remariages des chrétiens a une grande probabilité d'échouer, s'il vous plaît? Selon ces passages, s'il vous plaît, 1 Corinthiens 7, 10, 11 à 21, à ceux qui sont mariés, j'adresse non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de De sa sa femme. femme. C'est clair. C'est clair. La Hmm. parole de Dieu le dit. Les mariages chrétiens ont une grande, par rapport à ce passage-là, la personne pose la question, le mariage chrétien ont une grande probabilité de se séparer. La probabilité est grande. Hmm. On a parlé de 65% des familles récomposées divorcent en moins de 4 ans. Imaginez 65%. Donc, plus de la moitié des familles récomposées divorcent en moins de 4 ans. C'est une grande probabilité. C'est pourquoi l'amour de Dieu peut faire votre force pour que vous puissiez résister et défier cette probabilité. Hmm. L'amour de Dieu peut faire la force d'une famille récomposée et défier cette probabilité. Nous ne devons pas nous conformer aux statistiques, mais nous devons faire exception parce que nous avons Jésus en nous. Et si ensemble, avec Christ au milieu de nous, nous voulons
nous demandons à Dieu de nous aider à conserver cette famille, Dieu le fait. Mm. Dieu le fait. Vous voyez? Donc, oui, la pression est là. Mais si le Saint-Esprit nous aide à gérer cette pression convenablement, cette famille peut résister et tenir debout. C'est possible. Il y a beaucoup de cas, beaucoup de cas qui ont surmonté les challenges des familles recomposées et qui ont tenu ferme et tenu bien. Je Merci. crois qu'on Il y a a encore épuisé. des Il y a un questions. autre. Mhm. Qui peut, euh, qui peut être la cause de ces taux élevés de divorce, remariage, s'il vous plaît? Quelle est la part de Satan dans tout cela, s'il vous plaît? Et puis la dernière, je vais lire rapidement. Quelles sont les conséquences pour les familles récompensées en termes d'héritage, s'il vous plaît? Mhm. Mhm. Quelles peuvent être les causes? On a parlé de plusieurs causes de divorce et de séparation. Mm. Encore, je vous renvoie dans les YouTube des couples en mission. Mm. En tout cas, faites un effort pour aller visiter ça parce qu'il y a plusieurs épisodes, plusieurs. Moi-même, de temps en temps, je visite ça pour écouter encore le pasteur Marc parler, maman Marceline parler, euh, plusieurs pasteurs parler des causes de divorce parce que ça aide. Il y a plusieurs causes de divorce et bien entendu, quand on parle de division, c'est l'ennemi qui est derrière. Dieu n'a que deux applications, la multiplication et l'addition. L'ennemi évolue dans la division et la soustraction. Mm. Donc, quand tu vois soustraction, quand tu vois division, tu vois le diable derrière. Mm. Quand tu vois addition et multiplication, tu vois Jésus dedans. Mm. Donc, les causes des divorces sont multiples. Il y a des causes culturelles, économiques, psychologiques, de maladies physiques. Il y a beaucoup, même des causes spirituelles qui conduisent au divorce. Mais derrière séparation, derrière divorce, on voit toujours la main de l'ennemi derrière cela. Parce que euh, la Bible nous dit que personne ne sait pas ce que Dieu a uni. Amen. Personne ne le sait pas. Mm. Et les conséquences pour les familles recomposées en termes d'héritage. Ça, c'est une très bonne question. Mm. Quand je préparais cette partie-ci, il y a toujours un verset que j'aime beaucoup, c'est dans les livres de Genèse, quand on voit le patriarche diviser ses biens auprès de ses enfants. Abraham, qui est le père de la foi, diviser ses biens. On dit que c'est vraiment un passage que on va lire ça même la prochaine fois. Ça fait rire parce qu'on dit Abraham a donné tous ses biens à son fils Isaac, mais il a partagé les dons aux autres enfants. Mm. Hmm. Il a donné quoi? Tous ses biens à son fils Isaac. Mm. Mais les enfants d'Agar, les enfants des autres femmes, des concubines, il a donné des dons. Mm. Quand on est dans une famille recomposée, il faut tenir compte du fait que il y a les biens, les patrimoines familiales que on a, euh, on a eu ensemble dans ces couples-là qui s'est recomposé. Mm. Ok? Mais chacun peut-être a ramené aussi ses patrimoines à lui, Mm. venant des autres unions. Mm. Maintenant, quand il s'agit de partager, il faut partager équitablement par rapport à votre entendement. Je dis bien par rapport à votre entendement. Je donne un exemple rapidement, le temps est passé. Je m'excuse. Je donne un exemple rapidement. Marie et Joseph, avant de se séparer, Mm. avaient acheté une maison.
Marie et Joseph ont eu un enfant, Patrick. Mm. Cette maison était la maison où vivaient Marie, Joseph et Patrick. Mm. Maintenant, Marie est morte. La maison est restée Patrick et Joseph. Mm. Joseph le père et Patrick l'enfant. Il y a une autre femme qui vient. La famille est maintenant récomposée. Cette femme qui vient amène 4 enfants Mm. de l'union auparavant. Et les deux maintenant ont aussi un enfant. Joseph maintenant veut partager ses biens et est le véritable propriétaire de cette maison. Parce que Marie a travaillé dur avec Joseph pour acheter cette maison. La deuxième femme ou la deuxième relation du papa a amené 5 enfants des autres unions. Quand il y aura partage équitable, comment est-ce qu'on va le faire? Ce sont des discussions, des communications qu'il faut avoir avant qu'on en arrive là. Parce que qu'on le veuille ou pas, 50% de cette maison appartient à Marie et 50% de cette maison appartient à Joseph. Joseph peut faire de ces 50% ce qu'il veut. Mm. Il peut dire, dans les 50% de la valeur de la maison, je donne à tous les 5 enfants équitablement. Mais les 50% qui appartient à Marie, ce n'est pas à Joseph de prendre la décision. Marie pouvait avoir écrit dans son Testament. testament Mm. que ma part revient à mon fils. Et Mm. ça serait injuste de le lui arracher pour partager à tous les autres enfants équitablement. Mm. C'est pourquoi il faut communiquer avant qu'on en arrive là. Mm. Yes. Wow. L'heure est dépassée, L'heure est je m'arrête dépassée. là. Merci beaucoup, Mm. Maman Gisèle, pour cette intervention. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Mm. Donc, c'était vraiment véridique, Mm. véridique. Donc, on a appris beaucoup de choses. Et surtout, je voulais rappeler sur les 5 mots d'amour. Je pense que par la grâce de Dieu, on voudrait peut-être que vous puissiez un peu décortiquer ça. L'affirmation, l'acceptation, rendre service, tout ça. Parce que comme nous disons l'amour, on s'arrête que l'amour. Mais au-delà de ça, donc, il y a d'autres choses que nous devons faire. Que l'Éternel vous bénisse abondamment, maman. Merci beaucoup. Je dis un grand merci à tous ceux qui sont connectés ce soir. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Et je demande que nous puissions aussi inviter d'autres bien-aimés à venir nous rejoindre afin que nous puissions apprendre Mm. beaucoup. On apprend vraiment beaucoup de choses vraiment dans nous, n'est-ce pas? Yes. Donc, on est vraiment bénis. On est vraiment bénis. Et je voulais aussi rappeler une chose. Je pense que le pasteur Rose avait parlé sur Mm. les thèmes de Le parentiel. les parents-celles. Mm. Et dès là, on a eu beaucoup de feedback. Vraiment, merci pour vos feedbacks. Et d'autres mamans avaient demandé, elles ont demandé plutôt que maman Rose puisse venir. Mm. Donc, nous allons arranger. On n'a Mm. pas oublié. Donc, elle va rentrer parce que vous avez des questions À à lui poser. poser. Donc, nous allons organiser cela. Mais nous disons vraiment un grand merci parce que cela montre que vous suivrez vraiment des messages et surtout des interventions. Que Dieu vous bénisse. Et je rappelle aussi, Papa Makaba, il fait des leaflets, il fait des invitations. Je pense le lundi prochain, nous allons partager son leaflet. Et si vous avez besoin peut-être de faire quelque chose ou une fête, donc vous pouvez toujours lui contacter. Voilà, je pense que je n'ai pas oublié Maman Nanou. J'ai oublié quelque chose? Non. Mm. Sure? Oui. Ah, ok, that's good. Ok, vraiment, on est arrivé à la fin. Nous disons un grand merci à tous les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu qui se sont connectés
ce soir avec nous. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Je vais donner la parole à Maman Gilet de nous bénir encore, de nous recommander entre les mains de Dieu. Merci beaucoup, Maman Gisèle. Merci, Papa Rudy. Nous allons prier pour clôturer. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci. Tu es notre Dieu, tu es notre Père. L'unique qui nous a acceptés, nous a affirmés et qui est toujours à notre service. Alléluia. Tu nous as donné ce qui est le plus cher et plus beau pour toi, Jésus-Christ, ton Fils unique. Merci pour avoir démontré le langage de l'amour pour nous. Et nous prions, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit nous apprenne à conjuguer ces langages d'amour envers tous les membres de nos familles, recomposés, complexes, peu importe. Tout cela que tu mets à côté de nous afin que nous puissions impacter leur vie d'une manière ou d'une autre durant notre séjour ici sur la terre. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ, à démontrer cet amour sans complexe, cet amour qui vient de toi. J'ai béni tout un chacun avec qui nous avons appris aujourd'hui. Et je prie, Seigneur, que tu bénisses toutes les familles, peu importe les challenges, les défis dans lesquels elles passent aujourd'hui. Seigneur, moi, je sais qu'avec toi, tout est possible. Amen. La victoire est possible, la réussite est possible, la longévité des couples est possible. J'ai ainsi prié dans le puissant nom de Jésus-Christ et je dis Amen. 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 Amen, 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 amen. Merci beaucoup. Merci. Merci, merci, Maman Gisèle. Que Dieu vous Merci. bénisse. God bless you. God Okay, bless you. thank you. Good night, Bye-bye. everyone. Good night. Bye. Bye. Night. Bye.